Hello, my name is Ludovic de Berme, and I'm a comic book artist and a painter and a musician too. Safety jacket on your back, told your reality die. Ever since you wake up, did you know the riverbanks? If you let me understand, if you want. My name is Knut Larsson, and I'm a comic book writer. I'm a comic book artist and illustrator. Oh, try, oh boy, won't you let me go? I will drink a red wine, Les Dauphins. It is a Côte d'Iron. It was suggested by Ludovic. Yes, I'm gonna drink some Côte d'Iron, but I don't exactly know what is the brand. It's just a glass and wine and two. Ever since you wake up, did you know the riverbanks? If you let me understand. If you like, you can begin a question, and I can open my wine here. Yes. Okay. 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 The first question is very simple, and maybe it's a question that a lot of people ask you already, but for me it means a lot. So I wanted to have your vision about. It's about the eyes. The fact that they look to the opposite way of each other, and I sometimes use the same kind of eyes, and for me I think it's a manner of telling a kind of craziness. I've noticed that also in your stories, that the characters are looking the same way. I think I was in my 20s, and I saw paintings by Egon Schiele, and some of the Egon Schiele characters they look that way, but I'm not sure I got it from Egon Schiele, but I might have gotten it from Egon Schiele, and but when I use it now. It gives me the sort of impression of confusion. Maybe I wouldn't say crazy, but people who are sort of divided into, they are split. Because when the vision is straight, you're focused. But some of my characters are very confused. And so I sometimes, I think I use it to sort of underline, to show that confusion. And also it's, as you said, it's like they don't look directly at something. They look at the big picture somehow. It's almost like hors champ. You understand hors champ? It's word, I think, from the cinema, the movies, or the photography. It's what is not in the frame, what is out of the frame, and what you can imagine. You can, when you're a cartoonist or a director, movie director, you present what is inside the frame, but you can suggest what is outside the frame. And with such a site, it's almost like that. I want to drink a little. Do you too? Yeah. Okay. Cheers. Cheers, Tonti. It is okay? It was good. Okay. It was good. Maybe I can ask you a question that's maybe related to what we talked about, maybe. When you draw, are you consciously inspired by other artists? I'm sometimes consciously inspired and sometimes unconscious, but I see it as a dialogue with dead and living colleagues.
Tu parlais tout à l'heure de Egon Schiele. J'ai aussi pensé à Klimt, qui a représenté parfois ses yeux sur le côté. Et j'ai vu que tu faisais référence aussi à Courbet dans un de tes livres. Je crois que dans mon histoire personnelle, mon père était artiste peintre. Et à la fois, je l'ai constamment vu peindre devant moi ou dans son atelier, j'allais le voir, je me mettais derrière son dos et je l'observais presque, je l'espionnais. Mais il y avait comme une espèce de pudeur ou de quelque chose d'étrange qui a fait qu'il ne m'a pas toujours expliqué ou dit ce qu'il faisait. Il fallait que je comprenne par moi-même. Et même parfois, il y avait une sorte d'adversité par rapport à ça. Et du coup, les artistes que j'ai admirés petit à petit, à partir de mes 14-15 ans, j'ai commencé à découvrir l'expressionnisme allemand, puis ensuite des choses de plus en plus contemporaines, et puis ensuite je suis revenu à des choses très anciennes, comme la peinture flamande par exemple. Tout ça a fabriqué mon imaginaire, m'a aidé à fabriquer un imaginaire d'artiste. Et puis j'ai essayé dans un second temps, en tant que peintre surtout, de comprendre comment ils avaient fait techniquement avec la peinture à l'huile. Et donc ça a été comme des sortes de nouveaux pères. Ces artistes ont été... et je crois qu'il y avait une connexion en fait avec quelque part l'apprentissage que mon père ne me donnait pas directement, mais tout ça est resté en connexion. Et ça n'est que maintenant, finalement, que je réalise mon père, après la mort de mon père, que j'ai été extrêmement inspiré par le travail qu'il faisait, notamment dans la période des années 70-80. Je suis né en 1971. Et dans toute cette période, c'était beaucoup de figures du monstre, du grotesque, des choses assez folles et étranges qu'il a ensuite abandonnées. Mais c'est les premières années qui ont été très marquantes. Mais je crois que j'ai dans mes inspirations, en tout cas, comme tu dis, une sorte de dialogue à la fois avec ces artistes que je pense maintenant ne plus forcément être en référence directe, avec lesquels je ne pense plus être forcément en référence directe, mais qui sont quand même intégrés, mais aussi avec des gens de la littérature, de la philosophie ou du cinéma. Je crois qu'on a ça aussi en commun, de faire partie de cette génération d'artistes de la bande dessinée qui avons regardé et lu, pas uniquement de la bande dessinée, et avons puisé des inspirations tout autour. Is that the same for you, the inspiration? Well, it's similar, absolutely. I think I have maybe some inspiration that's very conscious to me, and some inspiration is very subconscious, and is in the like afterwards, when I read a book like 5 years after I made it, I can see very clearly what my inspirations were. But when I'm in it, I'm not very conscious, and so it's tricky. But sometimes, recently, when I'm actually drawing, I can sometimes see that I wouldn't say copy, but that some lines are just reminding me of other artists. It could be like other French, Belgian comics artists, or it could be more fine arts or painting. But and I think I was more afraid of that when I was younger,
I was afraid of being too much inspired by someone. Yeah. I thought it was so important to be original. And now I think I've changed, and I think that we're sort of connected, all of us. So I'm thinking more of embracing inspiration, embracing colleagues, and both living and dead masters. So not being sort of afraid of being inspired. Yes. Yeah, I feel the same. Et j'ai souvent eu cette technique ou non technique de laisser le flot de mon inconscient guider les lignes de mon histoire. Et plus j'avançais dans l'histoire, plus elle se construisait et plus des choses conscientes comme écrire un scénario se tissaient, mais je laissais toujours les trames très ouvertes jusqu'à ma dernière histoire qui était par contre une histoire qui m'est arrivée très écrite, Epiphania. Mais sinon, j'ai beaucoup travaillé sur cette idée d'improvisation et de laisser une partie pendant le travail, une partie au moment où je dessine, je crois que je suis dans une forme de demi-rêve ou d'inconscience comme ça. Et puis, peut-être quelques minutes après, c'est comme si je venais de réaliser des choses que je venais de faire et ça m'aide à poursuivre. Il y a toujours comme ça un aller-retour entre ce qui est conscient, ce qui est inconscient et un rapport d'improvisation dans l'histoire. Et je voulais savoir, parce qu'en te lisant, on peut penser que tes histoires sont en partie improvisées, ce qui n'enlève rien à leur force, au contraire pour moi. Mais je voulais savoir si c'était le cas ou si c'était très écrit au préalable. I think it's a very, very interesting question. And for me, I think it's sort of a dialogue between the conscious and the unconscious. And some things are written, that I sit down and I write a script or a short, like a short story. And sometimes I just do some very, very simple sketches. And I need both. I need the structure. So almost all of my books, at least the longer ones, are written. They're planned, and I leave some spaces for improvisation, but not too much. Because I also know that if you have a good plan, you can let yourself be, you can improvise if you're well prepared. Mm-hmm. If you're not prepared, then you can it can go all different directions. And that can be a good thing. But if you're doing a longer book, maybe you don't want to get lost. I think it's similar with when people read your books and my books, maybe they think that some parts are very calculated, and those parts can be improvised, and vice versa. It can be like things that seem very like a strange trip. Yeah, it's very calculated. But I noticed that sometimes the parts that I created the more unconsciously, months after I understood what I put in, suddenly it revealed what was the meaning. And sometimes it's more efficient, it's more accurate than if I tried to do it very consciously, It's very tricky because in all of my books, I didn't want to put a message in, because I don't trust that art is la philosophie dit quelque chose dans ces mots. L'art a une autre façon d'être philosophique en soi et d'être politique, d'être social, de parler de
du réel, en fait. C'est le rapport au réel, en fait, qui nous importe. Et on m'a parfois renvoyé sur certains livres qui semblaient être détachés du réel. Pour moi, c'était très insultant parce que j'ai toujours eu le sentiment d'être complètement connecté en permanence et de ne parler que du réel à ma façon. Exactement. Et d'ailleurs, je voulais te poser une question about the crocodiles, the city of crocodiles. Yes. In Swedish, the name is... Krokodilstaden. Yeah. Yeah, you can take I it won't in try English. to repeat it. But yes, it's very interesting because I also saw some connection between some of my vision and the fact that the buildings are surrounding by water, and it's like, for me, it's like the water is for me a vision of the unconscious, you know, which is growing. It's the dream, which is in my dreams. I lived when I was a small child. I lived near the sea, and I always dreamed I was on the top of a 70-meter cliff. It was quite impossible that, you know, the sea goes so high. But in my dreams, the sea grew up, and with the buildings, the water, and the crocodiles, and there are the seamen, the nude woman with at the same time two parts, part animal, part crocodile, part girl, part, and even the crocodile is a figure of the crocodile live in the on the earth, on the sur la terre, and in the water. C'est la figure de l'entre-deux par excellence. Je voulais savoir, il y a deux choses dans cette histoire qui m'interpellent. C'est la notion de, on peut penser qu'on est dans un monde post-apocalyptique où quelque chose vient de se passer et que la mer est montée et qu'on tente de survivre et qu'il y a ces crocodiles qui sont à la fois, pour moi, quand j'ai vu les crocodiles, je me suis dit que c'était peut-être parmi les animaux qui sont, dont the shapes isn't changed, didn't change for millions of years, but at the same time, they are very, ils sont très menacés actuellement et presque en voie d'extinction, ce qui montre bien la pression de l'homme sur la nature dans ces dernières décennies. Tu as mélangé cette vision du crocodile, de l'entre-deux, du conscient, de l'inconscient, mais aussi de cette vision d'un post-apocalyptique. Et je ne sais pas, me poser la question à ce sujet. It's a very good questions. I will try to answer them. City of Crocodiles it can be seen as a sort of an interior story. It could be seen as the whole city could be a sort of a visual representation of the psyche of the main character. That's one way to look at it. There is this other way to look at it. It's more like post-apocalyptic. It could be addressed as environmental problems and the water rising. And for me, when I do some stories, it's important to have several portals into the story. I would say
it's precise because, you know, it has to be crocodiles. It couldn't be anything. It couldn't be just any animal. It has to be crocodiles. And it has also connections to the old Egyptian mythology and such things. And also they are amazing animals. They are like 100% instinct. They have, their brain is like this big. It tells a story about this man, and this man, he has these problems, and these problems, like they sort of, they make, he sort of makes the world he's in. But on the other hand, it's, the world is also sort of affecting him very much. It's maybe it's like a dream, you know, you dream up something and there it is, and you start communicating with it. It's like he dreams up this crocodile girl, and all of a sudden she's there, and he has to deal with her, and it starts unfolding. As you mentioned earlier, I'm not interested into making political statements, but there could be these sort of reflections sometimes. But I also, I always want to do them in my fashion, in my dreamlike world. I feel more that you use death to talk about rebirth, about regeneration, the body that collapsed, the body that are dying, oftenly produce a new life. Death is a recurring theme in my stories, absolutely. But as you mentioned yourself, death is just it's just a portal to somewhere. It's just for me, it's just somewhere you go, and it's always, you know, you go somewhere else to another world, or you it's falling asleep and dying are sort of similar, at least in my stories. And so death for me is, I'm intrigued by death, absolutely. And I think in our culture we should focus more on death because it's a big part of our lives. So we should learn how to die, so to speak. And at least there are different cultures, but at least here in Sweden, we are very, very afraid of death. We are so afraid of it that we have cleaned death away. Not totally, but we're really trying to you know, take it away, so we won't to erase it, so we can sort of deny it, yeah, until we can't deny it anymore. And that makes people really, that gives people real angst. I think they become very unhappy about it. In other cultures, they embrace death more, and they make art of it in more explicit ways. And so I think it's a good thing to talk about death, but it's also a good thing to talk about other worlds. And I wouldn't say that I believe in reincarnation, but I'm attracted to the idea. Certainly am. I haven't died, so I don't know. So, but I'm very attracted to the Eastern philosophies, and so we'll see what happens. Et j'ai constaté dans ton travail aussi que tu mettais en scène des rituels justement liés à la mort, des rituels inventés ou comme des religions inventées. Peut-être aussi c'est comme un endroit... en fait, quand on n'est pas religieux, quand on n'est pas... on ne va pas dans une église pour enterrer pour faire la dernière cérémonie pour un mort, on réalise l'absence effroyable
de rituel et que c'est très difficile d'affronter la mort de quelqu'un sans ce rituel. Et comment faire pour remettre du rituel sans pour autant absolument être dans quelque chose de religieux. Et ce sont de véritables questions que je pense, pour ma part, très connectées avec toute la situation environnementale. Je vais te donner un exemple très précis. Je suis de plus en plus dans une nouvelle maison qui n'est pas très loin de la mer et qui est et où il y a un terrain que je cultive en permaculture. C'est un peu, je ne sais pas si ce terme te parle, je ne sais pas quel est le terme, si c'est le même terme en anglais. C'est une autre façon de faire pousser des légumes ou autre chose. C'est une autre façon de ne pas d'utiliser de pesticides et de s'inspirer. Mais c'est une philosophie aussi, mais c'est une façon de s'inspirer de la nature et de la façon dont elle gère. C'est assez scientifique. C'est un peu à la mode, mais parce que réellement, c'est un des possibilités d'avenir de penser autrement la culture. Quand je dis la culture, je veux dire les plantations. Yeah. Pas la culture au sens des livres, etc. Mais c'est peut-être lié. Et l'histoire que je voulais te raconter, c'est que il y avait tout un tas de bois, de vieux bois, des bûches de bois qui étaient près de la maison et qui étaient en train de pourrir et qui avaient commencé, les champignons avaient commencé à toucher certaines parties de la maison. Et je connais très bien ces champignons et je sais très bien ce qu'ils peuvent faire aux maisons. Et quand j'ai vu ça, j'étais horrifié, comme si la mort elle-même, à travers ces champignons, touchait ma propre maison comme mon propre corps. Et au début, ça m'a totalement déprimé. Et après ça, j'ai réalisé que je pouvais utiliser, par des techniques de permaculture, je pouvais utiliser ces bûches, ce bois en décomposition pour le mettre dans la terre et m'en servir comme nutriment de carbone. Si tu sais l'agrémenter d'autres, du potassium et d'azote, il y a des possibilités pour que cette chose qui est en train de se décomposer et qui représente la mort puisse en fait représenter quelque chose qui se régénère et qui va donner à nouveau la vie. Et d'un seul coup, ça a complètement changé. I have a question that's related to what you're talking about now. It's from your latest books, Epiphania. Towards the end, you say, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. D'un monde, yeah. I think you're making the distinction between the end of the world and the end of this world, I believe. Yeah. Would you say that the time we're living in now is the end of a culture? Is that your yeah, I think it's a kind of answer of my own pessimism. I'm not so optimist, but I think something is over now. It's obvious. The capitalism and the neoliberalism is going to sell us for years. Some greenwashing, it's the next step. It's already there. Après un capitalisme très assumé, on va aller vers des choses plus masquées, et c'est déjà le cas. On voit la faiblesse en ce moment très clairement de notre système. On voit que le système n'est pas capable d'accuser le coup. Il y a des choses qui ont d'un seul coup, aussi par un manque de culture, la pandémie a montré surtout, je trouve, une grande arrogance
de notre société occidentale. C'était quoi ta question? C'était, ah oui, l'histoire du monde. Je pense que je ne savais pas comment, je ne vais pas révéler la fin d'Epiphania, mais je ne savais pas jusqu'à la dernière seconde, j'avais écrit tout le scénario, mais je ne savais pas quel sort j'allais réserver à l'humanité à la fin de ce livre. C'est un livre qui est une sorte de, pour utiliser un mot à la mode, c'est une sorte de dystopie. On est dans un monde contemporain et un élément de sorte d'hommes mi-animaux, mi-hommes sortent de terre après un tsunami et vont changer les choses, ou en tout cas perturber les choses. Et j'avais toute cette histoire, mais je ne savais pas à la fin si j'allais me laisser aller à mon pessimisme et peut-être détruire cette humanité, ou essayer d'imaginer autre chose. Je crois que la fin est une proposition imaginaire. Et donc, le livre, à travers cette phrase, c'est plus une suggestion d'imaginer un autre monde qu'une méthode. Je ne voulais absolument pas faire un livre méthodologique. It's a very huge task to take to when you if you want in your work, in your story, if you want to show a positive new way for humanity, it's a huge task, and it's also it's not necessarily good for your story. It could be even be bad for a story with a sort of a if it's too much of a happy end. Yeah. A few years ago I made a book, a comic version of a science fiction dystopia, Aniara. I wouldn't say it's similar to Epiphania, but it deals with the very big issues and very big problems of today. And Harry Martinson, the author who wrote this, he wrote this in 1956, and it's basically a poem, 100 songs, 100 poems, and it's about a spaceship getting lost in space, and because Earth is destroyed by war and pollution, and they have to evacuate Earth. So on one of these ships leaving Earth with 8,000 people gets lost into space, we follow this ship, and it goes out of course. And the drama is basically we're on this ship, and people on this ship are telling their story about what happened on Earth and so on. For me, reading Aniara was really a revelation, because it dealt with all the big problems of humanity during the 20th century, and also it shows us some light, but it's in the end the problem in the end is that it's pretty dystopian, because everybody dies. But on the other hand, he also gives some light, and I think that light has to do with death and rebirth. Mm-hmm. Mm-hmm. It has to do with we have to accept things, cultures dying, and giving space to new culture, to new life. Mm. And I think that's the only, it may be a bit dark, but I think that's the only way to look at life and to look at culture and to look at humanity. But in another hand, I can say that even if I was very pessimistic, and I'm still too, but
being there and being more in the grass, in the fields, produce some stuff with my hands, give me some hope, because not only for that, but because of the relationships I have with other people here that are naturally very in a simple way in this sont impliqués dans cette façon d'être, dans une mesure. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la démesure dans notre époque, où les choses sont trop grandes, trop de gens, et qu'il y a vraiment une nécessité de rendre les choses à une autre taille, et qu'on retrouve nous aussi une autre taille. Et d'une certaine façon, ça donne de l'espoir. Je voulais vraiment remercier Knut de m'avoir invité, et l'Institut français en Suède et le Festival de bande dessinée de Stockholm nous avoir permis d'échanger ce moment agréable. Et ce Côte du Rhône, personnellement, je l'ai terminé. I think I'm a little drunk, but you know, I didn't see you drink a lot. Okay. A bit. Okay. Yeah. Thank you, Ludovic, for doing this, for accepting. It was really nice to get to know you a bit. So the same. And, hope to see you in the real life. Yeah. Let's keep in touch. Again, because we met again. We met one time. Bye. Bye.